2, 1, 2, 1, 2. C'est bon? Bien, donc on va reprendre pour cette dernière intervention de la matinée avec Vincent Bontemps qui est philosophe des techniques, épistémologue, qui travaille au CEA, Ouais. Commissariat à l'énergie atomique, dans le département d'astrophysique, si je ne dis pas de bêtises. En relation avec l'astrophysique. C'est le LARCIM. Le Larcier. Voilà, et donc ça va être fortement en lien avec Simondon, Oui. évidemment. Donc on y va pour 45 minutes, je te ferai signe 5 minutes avant. J'éteins un peu pour qu'on... Oui, s'il te plaît, Chloé. Cléo, pardon. Merci. Chloé. Merci beaucoup Cléo, merci de m'avoir invité. Au vu du programme, je regrette vraiment que mes contraintes ne me permettent pas d'assister à davantage des présentations. J'ai beaucoup apprécié celle qui m'a précédée, celle d'Éric, et qui d'ailleurs va me faciliter les choses pour le début de mon exposé, et qui en plus de ça, ça devrait se suivre de façon relativement cohérente. Tu me corrigeras si jamais à certains moments je dérape sur ce que je vais raconter sur le roi Gourand. Et puis, on aura peut-être une discussion. C'est sur le concept de lignée technique, qui est quelque chose que j'ai beaucoup investi. Alors, mon titre officiel au CEA, c'est ingénieur expert en méthodologie de la conception. Ce qui veut dire que, de fait, j'ai été formé en philosophie des techniques. Je travaille beaucoup à partir des travaux de ce monsieur, qui est Gilbert Simondon. Mais j'ai un point de vue opératoire, c'est-à-dire que j'essaye de tirer, et pas seulement de Simondon, des concepts que je peux réemployer sur un certain nombre d'objets techniques, et plus particulièrement les instruments qui servent à faire la science contemporaine. Et lignée technique, c'est l'un des concepts, disais-je, que j'ai le plus investi, ce qui m'a amené, alors voilà un exemple des objets que je peux étudier, ça c'est l'Observatoire spatial Herschel, qui a été lancé en 2009, je crois, et qui a fonctionné pendant 3-4 ans. Et puis maintenant, il a été désactivé. Et je vous en reparlerai un tout petit peu. Mais je vais me concentrer sur un point de vue méthodologique, dans la mesure où le concept de lignée technique, c'est quelque chose que j'ai cherché à rendre opératoire, ce qui m'a amené, et c'est le sous-titre, à travailler, disons, sur l'apparition de ce concept et sa formulation avant, pendant, c'est-à-dire par Simondon, mais par des gens qui lui sont contemporains aussi, et puis après, et ça, bon, c'est peut-être le caractère un peu innovant de ce que je fais, c'est de mêler les concepts qui viennent de la philosophie des techniques, et surtout de Simondon, avec des choses qu'on appelle les méthodologies de la conception. J'en ai parlé, c'est en fait, mon domaine d'expertise, et qui sont réputées être des méthodes opératoires, des choses qu'on enseigne à un certain nombre des ingénieurs, aux ingénieurs de conception. Voilà. Donc c'est des méthodes qui vont au-delà de ce qu'on apprend dans les bureaux d'études, quand on vous donne à faire quelque chose, et puis vous vous ramenez un cas de ce que vous savez déjà faire, et puis vous faites les plans, votre diagramme de Gantt qui va bien, et tout ce qu'il faut. Et bien là, c'est plutôt quand on vous demande de faire quelque chose, vous ne savez pas le faire, donc vous allez devoir chercher au niveau de la conception, du design de l'objet, à faire quelque chose d'innovant. Les méthodologies de conception s'appliquent normalement à ce moment-là. Alors, on ne va pas du tout commencer à ce niveau-là, on va revenir sur des choses donc, qui ont un rapport avec ce qu'a dit l'orateur précédent. Alors, la première chose, c'est comment intervient le concept de lignée technique chez Simondon. Alors, quand on voit les concepts de lignée, de série, Ronan Leroux le dit, il y a souvent deux façons d'aborder ça, ou bien on le voit sous un mode justement de la lignée, c'est-à-dire avec une analogie avec la biologie, hein, l'évolution des espèces et donc les lignées biologiques, ou bien on le voit d'un point de vue un peu mathématique comme des séries. Voilà. Dans les deux cas, il s'agit en réalité de former des collections qui permettent d'avoir un raisonnement par comparatif, à la fois entre les différences entre les collections, puis au sein des collections. D'accord ? Il se trouve que du coup, on est amené un peu à relativiser la distinction entre une inspiration biologique, une inspiration mathématique. Je vais y venir tout à l'heure. Chez Simondon, le concept est effectivement introduit la première fois dans du mode d'existence des objets techniques qu'on appellera MEOT à partir de maintenant pour gagner du temps, une comparaison avec une lignée phylogénétique. D'accord ? Donc on a bien une analogie biologique. Cela dit, le concept n'est pas vraiment obtenu
par analogie. C'est-à-dire, pour faire comprendre et introduire le mot lignée, il vous dit un peu comme dans la lignée phylogénétique, mais après, il se trouve que ce qu'on pose, c'est des principes qui sont sui generis chez Simondon. On va dire notamment qu'une lignée est définie par une essence technique, et cette essence technique, sous sa forme la plus parfaite, entre guillemets, la plus compréhensive, elle n'est pas au début de la lignée, elle est à la fin. Donc on va dire que la chose tend vers. Alors, comme en biologie, Simondon ne pense pas, il aime beaucoup Teilhard de Chardin, mais il ne pense pas, il pense qu'en biologie c'est Darwin qui marche. Hein. Il n'est pas en train de vous dire qu'il est Teilhard de Chardisme, mais il est en train de vous dire, dans la technique, on y viendra sur les principes de définition d'une lignée, mais le télos, le point vers lequel on pense que la lignée s'achemine, semble être la clé de la définition. Voilà. Avec d'autres éléments qui vont être le processus de concrétisation dont on a parlé, ou en tout cas vous avez vu un slide passer à toute vitesse tout à l'heure, j'y reviendrai, et puis le schème technique qui différencie une lignée d'une autre, on va voir ça. On peut relever aussi un double élément, c'est que le schème technique qui va définir une lignée, hein, l'essence technique, est un schème qui ne correspond pas simplement au plan d'organisation d'un objet à un moment donné, mais en fait donc qui suit toute la lignée, et par conséquent ce n'est pas un schème stable, c'est un schème qu'on pourrait dire métastable. C'est un schème qui est producteur de nouveaux équilibres, de nouvelles structures, et selon un rythme assez défini, qui a une allure particulière. Enfin, et c'est pour ça que je vous disais qu'il y a des limites à l'analogie biologique, assez rapidement, Simondon vous explique que ça n'a pas grand-chose à voir qu'une lignée biologique, parce que quand on est dans la technique, on peut tout à fait séparer, par exemple, un élément qui fait partie d'un ensemble technique ou d'un individu technique, on peut le mettre de côté et puis en faire une nouvelle lignée. Autrement dit, on peut sortir un organe, c'est comme si on sortait un organe d'un être vivant et que ça donnait naissance à une nouvelle lignée biologique. Ce n'est pas possible en biologie, c'est tout à fait possible d'un point de vue technique. Donc, il ne faut pas penser la lignée technique par analogie avec la lignée biologique, c'est peut-être même plutôt le contraire qu'on fait méthodologiquement, hein, les animaux-machines et des trucs comme ça. C'est peut-être plutôt ce qu'on comprend de la technique et de son évolution qui, quelquefois, éclaire l'évolution biologique, mais en gros, essayez de séparer les deux. Vous avez une lignée technique, on va essayer de la penser pour elle-même. C'est ce que présente Simondon donc au début, dans la première partie, du mode d'existence des objets techniques. Alors, le concept de lignée, cela dit, il a une histoire et elle commence avant Simondon. Et Simondon n'est pas forcément d'ailleurs au courant de toute cette histoire, mais ça peut être instructif d'y revenir. Et alors, à ma connaissance, je ne suis justement pas un historien des techniques, ni même un historien de la philosophie, moi, mais le premier ancêtre sur cette lignée des créateurs du concept de lignée technique, ce serait un monsieur avec un nom à rallonge, Augustus Henry Lane Fox Pitt Rivers. Pitt Rivers pour les intimes, à partir de maintenant aussi, pour faire plus simple. Et Pitt Rivers était un officier de l'armée britannique à qui on a donné un jour la tâche de faire un recensement et une classification des armes dans l'armée britannique. Et en fait, il s'est piqué au jeu, il s'est rendu compte que les classifications qui justement étaient dans les catalogues des marchands d'armes ou en jeu par rapport à la taxinomie qui était dans les différentes branches de l'armée ne fonctionnaient pas. Donc il a tout reclassé lui-même et ça lui a bien plu. Et comme il était par ailleurs en fait archéologue amateur, enfin il se contentait très souvent d'acheter des armes primitives, il a fait un vaste travail sur les armes primitives, notamment celles des aborigènes. Et ça a donné lieu à une très grande collection qui a été accueillie pendant longtemps dans des musées en Australie. La dernière collection Pitt Rivers organisée sous la forme que Pitt Rivers voulait, a été démantelée en 1996, je crois. Et ça a été considéré par certains d'ailleurs comme un abandon d'un patrimoine intellectuel important. Quelle était l'idée de Pitt Rivers? C'est comme il faisait de l'archéologie comme on faisait à l'époque, il trouve un truc, waouh, c'est super, je le garde, et puis je garde pas tellement d'informations sur l'endroit où je l'ai trouvé, dans quelle disposition, la forme, les relations justement entre les différents objets. Donc je prends juste mon objet et j'ai un artefact, donc je dis voilà, et puis j'en achète d'autres sur les marchés, puis à la fin je me retrouve avec une collection hétéroclite et je n'ai pas la moindre idée d'où ça vient ni de la possibilité de les dater, d'accord?
Eh bien, son idée à lui, ça a été, vous voyez le rapport avec ce dont on a parlé précédemment, hein, ça a été classons-les avec un critère morphologique en faisant l'hypothèse qu'il y a, parce qu'il avait une collection très très importante, donc il arrivait à faire ce style de dessin, mais qui était basé sur des objets en fait qui possédaient. J'ai d'autres planches où vous pourriez voir des dessins précis des artefacts qu'il possédait, et présentons aux gens ce qu'il appelle l'ordre typologique. Et ensuite, le raisonnement, c'est cet ordre typologique paraît si naturel qu'on peut supposer que c'est aussi l'ordre historique, avec une hypothèse donc de différentes lignées qui viennent tous de, en gros, un bâton qui se déforme dans un sens pour donner un bouclier, qui se déforme dans un autre sens pour donner une crosse, qui se déforme encore dans un autre sens pour donner un boomerang, et ainsi de suite. D'accord ? Et donc on a tout l'appareillage, toutes les armes des aborigènes qui apparaissent comme ça dans une typologie. Ce personnage est assez sympathique, mais disons que ça ne va pas être très connu, notamment ce n'est pas connu de Leroi-Gourhan, et ça ne sera pas connu non plus de Simondon. Ensuite, la deuxième personne qui introduit le terme en français, hein, qui parle de lignée technique, qui parle aussi de mécanologie avant Simondon, c'est Jacques Lafitte. Alors Jacques Lafitte écrit des choses pour des conférences avant même la Première Guerre mondiale, qui finalement n'aboutiront à des publications qu'en 1932, dans ce livre qui est le grand classique, Réflexions sur la science des machines. Et dedans, il fait des séries, puis à un moment donné, il parle de lignées particulières. Si je considère la série mécanologique une lignée particulière, aboutissant à un type bien défini, et vous voyez que, de nouveau, il y a cette espèce de principe méthodologique qui apparaît avant Simondon, qui est de dire, en fait, on définit une lignée, souvent on identifie ce vers quoi elle tend. J'observe que cette lignée présente dans son ensemble l'ordre montré dans la série entière, la série étant aussi conçue en fonction d'un enchaînement de types de machines, comme dit Lafitte, qui est une distinction conceptuelle qui manquera à Simondon tant qu'il n'aura pas lu Lafitte, mais qu'il intégrera ensuite entre les machines passives, les machines qui ne bougent pas, qui ont pour principe la stabilité, un pont par exemple, hein, une table, voilà. Les machines actives, celles qui ont un mouvement, un moteur, voilà. Et les machines qu'il appelle réflexes, que Simondon généralisera aux machines à information. Machine réflexe, c'est où il y a un cycle d'information qui permet à la machine de corriger son comportement. Chez Lafitte, il n'a qu'un seul exemple à son époque, c'est la torpille autoguidée. Mais vous voyez que c'est une anticipation de 70 ans sur de 50 ans sur la cybernétique, ce qu'il vient de vous faire. Et on retrouvera beaucoup des concepts de la cybernétique en fait déjà en place chez Lafitte, de même que beaucoup de la terminologie simondonienne. Et on voit la transmission des caractères acquis. Relevez bien ça, l'évolutionnisme technique. Je dévoile un de mes coups de théâtre, c'est que tous ces gens sont fondamentalement lamarckiens. Troisième personne, et là on va aller très vite parce qu'on a eu quelqu'un qui nous en parlait beaucoup mieux que ce que je pourrais faire et que ce qu'on peut vous présenter, c'est André Leroi-Gourhan avec le livre qui a inspiré Simondon avant la rédaction du mode d'existence des objets techniques, de MOT, c'est L'homme et la matière de 1943, et dans lequel on trouvait des planches de ce type-là, avec ce qu'il appelait une tendance technique. Et puis, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire le livre de mon camarade Xavier Guchet, qui a pas mal analysé les rapports entre Leroi-Gourhan et Simondon sur cette question. Voilà. Et chaque forme d'outil, de période en période, se présente comme si elle avait eu pour ascendant, vous voyez, la forme qui la précède. Donc, on est aussi dans des lignées. Bon. J'en tire, là, je suis allé vite, comme ça va me permettre d'aller peut-être jusqu'au bout de l'exposé, où je pourrais présenter des choses plus originales, peut-être. La récapitulation. Alors, le concept de lignée apparaît très souvent dans un contexte qui est celui de la recherche d'un principe de classification. D'accord ? Que ce soit pour des musées, que ce soit pour une recherche vraiment scientifique ou dans l'optique de fonder une nouvelle discipline, la classification est ce qui guide au départ la formation du concept. Deuxièmement, c'est fondamentalement un concept qui relève d'un évolutionnisme technique. Et on ne s'étonne pas donc de ne le voir apparaître que vers le 19e siècle où les notions d'évolution sont devenues prioritaires. Et puis pour finir, et c'est à tempérer avec
comme vous l'a montré Eric, c'est à tempérer en ce qui concerne le roi Gourand, mais pour les deux autres, nous sommes dans des définitions des objets qui vont être mis dans les lignées, des objets techniques, qui sont très souvent fonctionnalistes. Hein. C'est par la fonction que les objets et les lignées sont identifiés. Donc la classification, on a vu qu'il y avait une question à ce sujet, est-ce que c'est un critère morphologique ? Eh ben, c'est vrai que c'est assez ambigu, parce que si on se base sur Pitt-Rivers, on voit bien que c'est juste la structure externe des objets qui est importante. Mais quand on arrive chez Lafitte, comme il considère aussi des machines, notamment des moteurs et tout ça, la structure interne des objets est prise en compte pour le repérage, d'accord ? Et enfin, quand on arrive chez Leroy-Gourand, on peut dire que la structure devient indicielle dans la mesure où elle renvoie à des gestes qui, eux, ne sont pas là dans le document, qui peuvent être les gestes d'utilisation de l'objet, ou qui peuvent être les gestes de production de la forme. D'accord ? Donc, les choses se complexifient. La deuxième chose, c'est, je vous l'ai dit, c'est une évolution lamarckienne. Que ce soit pour les trois auteurs, ils sont lamarckiens. L'ordre de la série correspond à une complexité croissante de l'organisation. Elle manifeste une tendance à la diversification et à la spécialisation par adaptation au milieu, qui peut aller jusqu'à l'hypertélie, puisqu'il y avait une question sur l'hypertélie tout à l'heure. L'hypertélie, c'est quand un objet est trop bien adapté à un milieu associé et à un usage qui fait qu'il n'est plus du tout générique, et que quand le milieu varie ou quand on veut le changer de milieu, il cesse d'être fonctionnel. D'accord ? C'est ça l'hypertélie, c'est une suradaptation à un milieu. Et enfin, elle s'opère avec conservation des caractères acquis. Ce n'est pas le seul moteur de l'évolution, mais c'en est un. Voilà. Donc vous voyez, en réalité, être lamarckien, ça n'a probablement pas d'utilité en biologie, hein, mais pour ce qui est des lignées techniques, c'est assez naturel d'être lamarckien. Il n'y a pas vraiment de raison d'être, je le disais il y a deux mots, il n'y a pas de raison d'être darwinien dans les techniques. Les objets ne se reproduisent pas eux-mêmes, la variété ne vous est pas donnée dans les populations d'objets, puisqu'au contraire on part d'objets très pauvres et qui se diversifient ensuite. Ils ne mélangent pas leurs gènes, hein, il n'y a pas de reproduction sexuée dans les objets, il n'y a pas de mutation aléatoire, et il n'y a rien qui interdit de conserver les caractères acquis. Vous avez réparé un objet, vous vous rendez compte que vous l'avez amélioré, vous pouvez éventuellement transmettre au fabricant, ou si c'est vous qui êtes le producteur, l'idée qu'il faut transformer les objets. Donc, et de toute façon, cette vision est une vue de l'esprit, de parler d'ancêtres et de lignées. Ce sont des générations, elles n'ont pas de rapport. Hein. Le générateur n'est pas l'objet antécédent, c'est un producteur humain ou une machine. Tout ça pour dire qu'il n'y a aucune objection à être lamarckien pour ce qui est des techniques et aucune raison d'être darwinien pour ce qui est des techniques. Ce qui n'empêche que vous pouvez être tout à fait, c'est même conseillé de rester darwinien pour la biologie. Hein. Donc voilà pourquoi je voulais dire que c'est un peu plus compliqué que c'est une analogie avec la biologie. Bof, finalement. On en revient à... je ne sais pas si c'est la même salle, mais il était là, hein, ce jour-là. Il était à l'UTC. Bon, donc, quand il fait court, quelles sont les innovations principales qu'on peut trouver chez Simondon par rapport au concept de lignée technique tel que je viens de le décrire et qui visiblement traîne, pas un peu partout, mais traîne chez ceux qui s'intéressent sérieusement à l'évolution technique de l'époque. Eh bien d'abord, il y a quelque chose, chez Simondon, on va définir le schème technique, je vous dis qu'il était métastable et tout ça, comment c'est possible? C'est parce que ce qui est au cœur, c'est l'invention d'une opération technique. Donc l'invention, pour ainsi dire, c'est l'opération dans votre cerveau, et l'opération, c'est ce que réalise le fonctionnement, ce que fait vraiment l'objet, et qui peut être réalisé par diverses structures. Il y a bien évidemment une correspondance, mais il n'y a pas qu'une seule structure qui réalise une opération, d'accord ? Et donc l'opération prime sur la structure, et c'est ça qui définit le schème technique, et ne jamais oublier que c'est en relation avec le milieu associé. Ça, c'est un truc qui traîne chez Leroy-Gourand, hein. Leroy-Gourand insiste. Il insiste d'ailleurs là-dessus. Voilà. Quand on prend un objet, on doit le prendre avec son milieu associé si on veut lui conserver son sens. Voilà. Et chez Simondon, vous ne comprenez pas un objet technique si vous ne comprenez pas qu'il y a un circuit de causalité récurrente entre le fonctionnement de l'objet, le milieu associé, qui est un milieu à la fois géographique, naturel et technique, qui sont les conditions de fonctionnement de l'objet, mais qui tout autant sont produites aussi par le fonctionnement de l'objet. Causalité circulaire. Et deuxième chose, il y a une description du processus de concrétisation. On a un peu parlé, hein, on part d'objets qui sont abstraits et on va vers des objets concrets. Et ce processus a une allure particulière, qui est une alternance de progrès mineurs, d'amélioration graduelle, où on enlève les frottements sur telle ou telle pièce, des choses comme ça, avec des progrès majeurs, qui sont réellement des ruptures dans la chaîne, des ruptures inventives, dans la mesure où
À force de faire des progrès mineurs, on arrive à une situation de saturation, un plan d'organisation a été optimisé, et à partir de là, très souvent dans une saturation, si vous voulez faire des gains dans un sens, vous êtes obligé de faire des sacrifices sur les performances de l'objet dans un autre sens. C'est ce qui caractérise vraiment les situations de saturation. On va voir avec Altshuler, on pourrait parler de contradiction, d'accord, hein, on est dans une situation dialectique. Et pour faire un dépassement de ce problème, eh bien vous êtes obligé de réorganiser complètement l'objet, non pas de modifier telle ou telle pièce, mais de modifier la synergie générale de l'objet, et à ce moment-là, vous obtenez un saut qui peut d'abord, il peut y avoir une baisse, on va dire, pendant un premier temps parce que l'objet était suradapté, vous l'aviez vraiment optimisé, mais vous trouvez un nouveau plan d'organisation qui lui peut progresser à son tour et passer au-dessus du cap où vous étiez bloqué. Et ça ne va pas à l'infini, les lignées ont un début, elles ont une fin. Donc elles peuvent arriver à une saturation finale. L'unité de la lignée technique va donc être définie par le fonctionnement, par son schème opératoire, technique, métastable, qui évolue, qui se reconfigure dans des structures différentes, mais qui continue de faire la même opération, jusqu'au moment où ça s'arrête. La lignée arrive à son terme. N'imaginez pas trop les lignées quand même comme une seule ligne. Il est bien évident en fait que, comme disait déjà Lafitte, et puis vous avez vu le dessin de Pitt Rivers, tout ça, Lafitte disait que les lignées sont rameuses. Elles explorent différentes directions, ce qui fait que justement quand vous êtes dans des phases de saturation, vous ne savez pas encore très bien quelle sous-lignée, quel rameau va prendre le relais. Hein, tout ça n'est pas préécrit, tout ça est une exploration d'une arborescence, et ce n'est que la dépendance de chemin et le regard rétrospectif qui donnent par moment, surtout s'il nous manque des documents, cette idée d'une linéarité avec une seule ligne. Mais en réalité, rien n'est monolinéaire. Hein. Et en plus de ça, quand une lignée arrive à son terme, quand elle est définitivement saturée, car ça arrive, à ce moment-là, vous pouvez avoir une autre lignée qui prend le relais. Ce qui veut dire qu'il y a quand même une unité, on peut définir le progrès à l'intérieur d'une lignée technique. C'est fait par le processus de concrétisation. Mais même au-delà de ça, on peut définir le progrès par l'enchaînement de différentes lignées. C'est possible notamment parce que, je parle d'un point de vue intellectuel, c'est possible parce que ça se passe dans la réalité, mais c'est possible dans l'appareillage intellectuel de Simondon parce que on peut définir quelque chose qui est de l'ordre davantage cette fois-ci de la fonction que du fonctionnement, qui est le schème technique pur, dont il donne un petit exemple en vous disant voilà un schéma de conduction asymétrique, et il dit ça s'applique au tube électronique, et ensuite les transistors, les semi-conducteurs ont pris le relais, et donc il y a pourtant, bien que ce soit deux lignées différentes, on peut mesurer le progrès comme ça, technique. Il dit que les transistors ne sont que des triodes. Ouais, je sais, pour lui c'est transistor. Mais est-ce qu'il aurait maintenu ça quand on est arrivé aux puces de silicium, et tout comme ça? C'est à voir. De toute façon, on a le droit de réviser, ce n'est pas une parole sacrée. J'ai vraiment un rapport non sacré avec Simondon, j'essaye d'en tirer le maximum, mais après, vous allez voir, je mélange ça avec d'autres trucs. Il y a des moments où ça ne suffit pas. Voilà, il y a des choses où il faut bosser, quoi. Hein, je veux dire, il faut réviser, bosser. Ah oui, alors, donnant juste un exemple d'une description assez fine et très très connue, parce que c'est le paradigme, c'est celle du Carter, où il faisait remarquer qu'avec l'augmentation de la puissance des moteurs, le Carter était soumis à de rudes pressions, et on voulait à la fois que le Carter soit capable de dissiper davantage de chaleur, et pour cela, il fallait, première réaction, amincir les parois, qui permettent de diffuser plus rapidement la chaleur à l'extérieur, et en même temps, il fallait qu'il puisse supporter davantage des chocs plus violents, puisqu'on allait plus vite, et que par conséquent, on pouvait avoir des chocs plus violents. Et pour ça, pour recevoir des chocs plus violents, il faut augmenter l'épaisseur des parois. On voit qu'on est en situation de saturation, double exigence, contradiction, utilisez le vocabulaire que vous voulez, c'est la saturation. Et à ce moment-là, invention strictement morphologique, hein, il y a des exemples plus compliqués. Moi, je travaille sur le lâcher, les exemples de dépassement des saturations sont un peu plus complexes, mais là, c'est l'invention des structures en ailettes qui permettent à la fois d'augmenter la rigidité du carter et de la paroi, et en même temps d'augmenter la surface d'échange. D'accord? Donc, une invention dépasse plusieurs choses, elle produit souvent des effets de convergence aussi, on avait un problème à résoudre, on résout un problème, et en même temps, on en résout plusieurs. Et c'était parfois pas prémédité du tout. Ça, ce sont des effets classiques des réinventions de l'objet, de ces ponctuations de son évolution. Maintenant, pendant que Simondon travaille, voilà un autre monsieur. Voilà Heinrich Altshuler, qui est soviétique, et donc il travaille dans un contexte où il va formuler sa théorie en termes de dialectique matérialiste.
Il a une vie passionnante, j'y reviendrai si vous me posez des questions sur lui, mais là, il a travaillé avant la Deuxième Guerre mondiale, il s'y est remis après un petit passage au goulag après la Deuxième Guerre mondiale, et quand il a écrit, c'est le type qui a fait la synthèse. La première partie, il fait à partir de brevets, et il est un peu comme Einstein, il est dans un bureau des brevets, ça lui permet de voir passer beaucoup d'inventions. La deuxième partie, il a vraiment fait un travail de documentation sur toutes les méthodologies de la conception, il connaît tout. Il connaît Osborne, il connaît la synectique, il connaît les différentes variantes américaines, russes, européennes, tout ça. Il ne connaît pas Simondon, voilà, il ne connaît pas cette variante-là, et Simondon ne connaîtra pas ce que fait Altshuler. Et pourtant, ils vont avoir des descriptions totalement parallèles de ce qui se passe. Pour vous donner une idée, il va définir un principe, lui il va appeler ça un principe d'abstraction. Il va dire qu'on part d'objets qui sont très matériels, mais ça veut dire la même chose que abstrait chez Simondon, d'objets qui reposent sur des principes individuels. Pour aller vers des objets qu'il appelle très abstraits, ça veut dire qu'ils sont en fait très idéaux et très bien intégrés, autrement dit très synergiques au sens de Simondon. Il va définir des situations qu'il appelle de contradiction. C'est les situations de saturation. Il va y avoir des dépassements dialectiques, c'est ce que Simondon appelle les réinventions, hein, et il y a tout. Et quand il donne des exemples, celui-là, c'est même très fort, parce que c'est exactement l'exemple du Carter avec ses ailettes. Hein. Il vous dit une chaudière, il y a une exigence deux exigences contradictoires sur une chaudière. D'une part, elle doit pouvoir diffuser au maximum la chaleur, et pour ça, ça serait bien qu'elle soit sphérique. Voilà. Et puis, non, pardon, elle doit résister à des conditions de pression, et donc pour ça, c'est bien qu'elle soit sphérique. Mais deuxièmement, elle doit diffuser de la chaleur, et pour ça, il faut maximiser la surface d'échange. Or, une sphère, ça minimise la surface d'échange pour un volume. Donc, ça pose un problème. Et la solution, c'est, on garde en fait le cylindre, et à la fin, on obtient des objets qui sont plein, des chaudières, qui en fait, ce sont des ensembles de tubes qui s'entrelacent. Oui, Eric ? Aussi, c'est un mécanisme un peu fractal. Et bon, il faut dire que chez Altshuler, vous ne trouverez pas simplement un ou deux exemples comme ça, comme chez Simondon, où ça reste très programmatique, son chemin. Vous allez en trouver des centaines. C'est quelqu'un qui a dépouillé des milliers de brevets, et son livre est composé de centaines d'exemples qui sont classés pour que dans chaque situation de saturation, à chaque moment où vous êtes confronté à un problème, vous ayez au moins 3 orientations qui vous aident à résoudre le problème. Donc c'est comme si on avait quelqu'un qui essayait de vous donner de la créativité stimulée, c'est exactement ce qu'il veut dire, hein. Il veut dire que tout le monde peut être un inventeur, à condition d'avoir appris à l'utiliser méthodologiquement et d'utiliser son algorithme. Vous pouvez faire en une semaine, avec n'importe quel groupe d'étudiants, d'ingénieurs, vous pouvez faire ce que les inventeurs dans l'histoire ont mis 17 ans à faire. Et vous pouvez le faire des fois en 15 minutes. C'est-à-dire, il leur présente un problème, les étudiants trouvent la solution, ensuite ils disent « appliquez mon algorithme » et ils sortent 3-4 brevets différents. À un moment donné, ils disent « ce brevet, à votre avis, combien de temps il a fallu pour le trouver après le premier ?» Et les gens disent « oh, 1 an et tout ça », il fait 17 ans. Donc voilà le principe du truc. Alors après, on peut toujours dire ce sont des constructions rétrospectives. Hein. Ce n'est pas parce qu'on arrive à expliquer des choses, ni à refaire plus vite des choses, évidemment, qu'on arrive à le faire ensuite en temps réel. Hein. N'oubliez pas, c'est le problème de toutes les méthodologies de la conception. Ce n'est pas parce qu'on explique quelque chose qu'on est capable de l'engendrer. Cela dit, il y a des outils très intéressants dans Trees qui complètent ou répondent à ce que fait Simondon. Et c'est un peu dans cette optique maintenant que nous allons voir qu'est-ce qu'on peut faire après Simondon. Ça va ? Je parle trop vite ? Parce que j'essaye d'aller jusqu'au bout. Bien, un certain nombre de problèmes. Une fois qu'on a Simondon, on est content, on a quelque chose qui est satisfaisant d'un point de vue intellectuel. Il n'empêche que quand on se met au travail, on se heurte à un certain nombre de problèmes pour lesquels Simondon n'a pas offert de réponse. En tout cas, pas dans MOT. La première, c'est mais comment on fait pour étudier des objets techniques? Comment on fait pour identifier vraiment une lignée? Comment on fait pour avoir les informations sur cette lignée? Parce que l'allure ponctuée, je veux bien et tout ça, mais voilà, comment on constitue sa classe de documents? Comment on extrait l'information? On l'extrait à partir des plans, on l'extrait à partir du savoir des ingénieurs. Qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, c'est un problème pratique. Si Simondon avait vraiment eu la réponse, il ne se serait pas contenté d'écrire 2-3 articles, on aurait des manuels entiers. Je veux dire, ouais, mais bon, il avait autre chose à faire aussi. D'accord. Mais c'est pas expliqué. Les aspects pragmatiques de la mise en œuvre du programme ne sont pas traités. Le deuxième, c'est un problème qui m'a tarabusté longtemps, c'est celui des lignées fantômes. C'est-à-dire, quand on fait une lignée technique,
et tiens, c'est un truc qui pourrait t'amuser aussi, Eric. Finalement, on classe des documents, on classe des objets qui ont existé. Que fait-on de tous ces projets dont on peut éventuellement avoir la trace, qui n'ont pas existé? C'est-à-dire, les ingénieurs, des fois, ils disent « Ah, ça serait bien, on devrait faire ça », et puis pour des raisons qui sont... Ils n'ont pas eu les moyens, ça a été interdit par un machin, ou ça ne marchait pas, il a fallu, le projet a changé en cours de route, le milieu n'était pas le bon, on n'a pas trouvé le moment de truc, enfin bref, on ne l'a pas construit l'objet. D'accord? Mais dans le processus, ça a une importance, ces projets. Autrement dit, comment on fait pour intégrer ce qu'on va appeler, vous verrez, les concepts d'objets dans le processus de concrétisation? Simondon nous donne quelques petites pistes avec son cycle de l'image dans un autre truc, mais franchement, ce n'est pas très satisfaisant, pas très applicable. Voilà. Troisièmement, comment on fait pour caractériser le type d'évolution qui se produit à l'intérieur d'une lignée technique? Est-ce qu'il n'y en a vraiment que de deux sortes? Voilà. Et comment on fait pour mesurer les performances? Est-ce qu'il y a un indicateur quantitatif qui permet de faire un graphe? Moi, je ne sais pas, d'avoir autre chose que notre intuition. Enfin, Simondon a autre chose. Il en donne un, il donne le rendement. Il montre que voilà, il y a un plan d'organisation qui change à un moment donné dans un moteur et il dit regardez, le rendement énergétique en est clairement amélioré, puis ça présente aussi tel ou tel avantage. Il en donne d'autres, à vrai dire. Il donne aussi le fait que le milieu associé est davantage intégré à l'objet, ce qui lui offre davantage d'autonomie, puisque l'objet est moins, du moment que l'objet intègre son milieu associé, il est moins dépendant d'un contexte donné, il va être plus générique et il va pouvoir augmenter comme ça de choses. Et voilà, on peut en piocher quelques-uns comme ça. Il n'en demeure pas moins que le seul qui paraisse vraiment quantitatif dans MEOT, si on s'en tient là, c'est le rendement énergétique. D'accord? Vous me corrigez les simondoniens si vous voyez autre chose, parce que je vais venir à d'autres critères plus tard dans le cours. Pour des objets, j'imagine, enfin des moteurs... pour les moteurs, ça paraît évident. Évidemment. Mais il y a d'autres objets que les moteurs, on est d'accord. En tout cas, d'un point de vue simondonien, on ne peut pas faire du rendement l'aune... Surtout pas, parce que c'est indiqué que ce serait très mauvais de faire ça, parce que c'est rentrer dans une idéologie de faire du rendement le seul critère d'évaluation. C'est rentrer dans une idéologie productiviste qui est spécialement aliénante, et c'est peut-être ça dont on va crever, même dit Simondon. Donc il ne faudrait pas. Bon. Enfin, est-ce qu'on pourrait modéliser? Là, je pousse le bouchon vraiment un peu loin, mais tant qu'à étudier des lignées techniques, vous comprenez, moi je suis dans un institut de développement technologique, donc tant qu'à les trucs, est-ce qu'on peut les modéliser? Voilà. Toutes ces questions-là. Alors là, il y a quand même une hypothèse chez Simondon. Ça, c'était pour vous illustrer le problème des lignées fantômes, parce que ça, c'est un travail qui date des années 30 chez les Allemands, dans les bureaux d'études, et sur des exemples toujours très simples. Et puis on voit qu'il y a des variations de choses qui ont été testées, puis il y a des variations, on ne sait pas si elles ont été testées. En tout cas, on n'a plus l'information. Voilà. Et c'est ce schéma-là qui faisait. Est-ce que c'est satisfaisant, ce schéma-là? Bon, et là, je disais, il y a une hypothèse de Simondon qu'il appelle la loi de relaxation. C'est-à-dire, pour expliquer l'évolution un peu ponctuée qui se passe dans la concrétisation, il dit c'est normal parce que, en gros, à un moment donné, on fait des objets mieux conçus qui permettent de produire c'est les éléments d'abord qu'on voit. C'est des éléments. Et après, cette technicité va impliquer qu'on fasse des ensembles qui eux-mêmes sont plus concrets, qui du coup vont faire des éléments, qui vont repermettre de faire des objets, qui vont repermettre de faire des... et ainsi de suite. Voilà. Et donc ce cycle qui fait qu'on doit traverser dans les deux sens pour chaque révolution une... je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça. C'est individu, éléments, ensemble et tout ça. Bon, et en plus ça bouge. Alors... Comment on fait? Première question, pour extraire l'information, je me retourne vers quelqu'un dont c'est le métier, c'est-à-dire la gestion des connaissances, et qui s'appelle Jean-Louis Hermine, et qui a développé une technique qui s'appelle MASC. Alors il se trouve que Hermine a lu un peu Simondon, en fait non, il a lu Desforges, d'accord? Et donc en ayant lu Desforges, il a adopté spontanément le concept de lignée technique, et il a une technique de gestion des connaissances où l'idée est la suivante, c'est si vous êtes face à un informateur, l'ingénieur qui a conçu l'objet, et que vous le laissez parler, d'abord il va partir dans tous les sens, ensuite il va raconter que ce qui l'intéresse lui, et pour finir en plus il ne peut pas tout vous dire de ce qu'il a utilisé comme connaissance, parce qu'il y a une bonne partie qui est tacite, c'est-à-dire implicite même pour lui, voire inconsciente, il n'en a pas conscience. Donc il y a des choses qui vont de soi, il ne va pas penser à vous les dire, puis il y a des choses, il ne sait pas que c'est ce qu'il a fait.
Donc comment on fait pour extraire de l'information? Il faut lui poser de façon méthodologique un certain nombre de questions et pas tout en même temps. Et donc en partant d'une idée qui est assez classique, qui est qu'on va chercher la syntaxe, la sémantique, la pragmatique, puis ensuite des sous-ensembles, on va essayer de récupérer l'information en remplissant des diagrammes, il y en a 9, et en projetant l'information comme ça sur différents diagrammes, on va essayer de saturer. En tout cas, on va passer, comme il dit, on va passer de 15, 20, 30% pour les meilleurs informateurs, on va pouvoir passer à 70, 75, 90% d'information. Et cette information va être compactifiée sous forme de diagramme et quasiment immédiatement utilisable par un autre expert. C'est-à-dire vous qui allez faire l'extraction d'informations, vous n'êtes pas forcément au courant du domaine, mais vous savez comment obtenir l'information, pam, 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 pam. Et après, quelqu'un qui lit ça mais qui est du domaine fait « Ah, c'est comme ça qu'il voyait les choses ». On doit lui apprendre un tout petit peu comment lire les diagrammes, mais il s'y repère très bien. C'est ce qu'on appelle une carte de connaissances. Et c'est ce qu'on utilise pour les centrales atomiques, pour les armes atomiques, pour l'arme, tout ça. Au CEA, nous utilisons parce que nous devons garder la mémoire d'un certain nombre de gens qui partent à la retraite. Donc on fait de la gestion de connaissances sur les domaines stratégiques. À partir de masques, sur ces domaines stratégiques, on veut qu'il y ait toujours un certain nombre de choses. Et une banque de données n'y suffit pas. Une banque de données ne garde très très peu d'informations, elle garde une petite partie de l'information syntaxique. D'accord ? Donc, il y a tout un organigramme où il dit comment faire. Ça, c'est la phase primaire, on va dire, de l'extraction des connaissances. Et en plus, moi, je la modifie parce que je suis fidèle à des choses qu'ils n'utilisent pas chez Simondon, qui est par exemple, moi, je définis les lignées strictement comme Simondon par une opération, un fonctionnement. Mais après, l'un de ces diagrammes est fait pour faire des lignées techniques et je l'utilise comme moyen d'extraction des connaissances et ça me permet, avec les ingénieurs, d'avoir un bon rendement et disons en 2 séances de travail, normalement j'ai terminé mon travail avec l'ingénieur, après je lui fais relire à la fin ce que j'ai fait. La deuxième chose c'est comment on fait pour remettre les concepts en jeu dans le processus de conception. Ce serait bien d'avoir les concepts dans le processus de conception. Bon. Alors là, j'utilise les travaux d'une méthodologie de conception qui s'appelle la théorie CK, développée au MIN avec Armand Etchevel. Soit dit en passant, j'ai un séminaire avec ce monsieur qui est les mardis à l'école des mines qui s'appelle C2I2, conception, création, innovation et invention. Si vous voulez y venir, vous êtes les bienvenus. Et l'idée de base est que il faut effectivement opérer une séparation très claire entre 2 espaces de données. D'une part, ce qu'on va appeler les connaissances, les K, les knowledge, et de l'autre côté, ce qu'on va appeler les concepts, les C. Okay ? Et dans les connaissances, vous mettez tout ce que vous savez, au sens, vous pouvez déterminer si c'est vrai ou faux, possible ou impossible, accessible ou inaccessible. Vous mettez pas seulement les connaissances, vous mettez les technologies, vous mettez le budget, vous mettez tout ce qui est ressources contraintes et qui est déterminé, décidable. Et dans les concepts, vous regardez, tant qu'à faire, là on étudie les processus, moi je regarde des scientifiques, donc quand ils conçoivent une machine, elle n'existe pas déjà. Si elle existe déjà, c'est pas intéressant, ça ne va pas produire de nouvelles connaissances. Donc ils font, les scientifiques, vous voyez, leur situation c'est de dire, je veux faire telle machine, alors même qu'ils ne savent pas si elle est possible, cette machine. Ils savent a priori qu'elle n'est pas impossible, sinon ils ne la demanderaient pas, mais en même temps, ils font le pari qu'on va réaliser quelque chose qu'on n'a encore jamais fait. Parce que c'est comme ça qu'on va obtenir des moyens supplémentaires pour questionner la nature et obtenir des informations. Donc, dans ces cas-là, le concept initial, on peut dire qu'il est indécidable. On peut dire qu'on ne peut ni prouver qu'il est vrai, ni prouver qu'il est faux par rapport à la base de connaissances initiale. En revanche, on peut étudier, le concept va se ramifier. Alors, si on veut faire ça, on veut faire un observatoire spatial, est-ce que tu veux que ça soit avec un grand miroir ou est-ce que tu penses que ça sera un miroir qui soit déployable ou est-ce que tu penses que ça sera avec de l'interférométrie et différents petits satellites qui vont être en orbite, qui vont faire une couronne et faire de l'interférométrie? 3 solutions possibles. Et là, une fois qu'on a ces 3 solutions, ces solutions induisent une recherche de connaissances supplémentaires pour savoir si elles sont praticables ou pas. Est-ce que tu as le matériau pour faire ce grand miroir? Est-ce que tu as le budget pour envoyer un miroir qui coûte aussi cher, enfin qui est aussi lourd, donc qui va coûter cher à mettre dans Ariane? C'est bon, je vais avoir fini. Ariane d'ailleurs, elle va changer. On va passer de Ariane 4 à Ariane 5, ça va changer la base de connaissances. Et ainsi de suite, on a un processus dialectique, si vous voulez, à la fois à l'intérieur des connaissances, à l'intérieur des concepts. Les concepts vont générer de la recherche de connaissances, les connaissances vont parfois tuer des concepts ou au contraire les faire évoluer, jusqu'au moment idéal où on aurait un concept qui reviendrait à l'intérieur pour devenir un véritable objet qui se crache ou qui fonctionne et qui devient décidable.
Troisième chose, on peut faire une typologie des innovations, ça va pas, je veux dire, ça c'est des mots que vous avez entendus partout, donc je passe un peu dessus, hein, mais vous voyez, la régression, c'est ce qu'on opère par exemple quand la technologie est plus accessible, le fournisseur a disparu, ou quand on est allé trop loin, on est dans l'hypertélie, on revient à une technologie plus robuste parce qu'on veut faire quelque chose dans un milieu différent. J'ai vu le cas, moi par exemple, sur Curiosity qu'on a envoyé sur Mars, il y avait à un moment donné, il y avait une technologie qui avait été faite, mais elle était faite pour fonctionner sur Terre et elle n'aurait pas supporté le voyage, il a fallu revenir à une technologie plus simple. La customisation qui est l'adaptation à un autre milieu, l'hybridation qui est le couplage de différentes technologies qui préexistent, l'innovation incrémentale donc qui est l'amélioration graduelle d'une pièce, d'une chose comme ça dans les technologies, l'innovation de rupture, d'accord. Mais après on a la substitution après saturation, une lignée prend la suite d'une autre lignée. Et puis la création, c'est-à-dire l'invention radicale, ce que Simondon appelait dans son livre l'origine absolue d'une lignée technique. Pour les évaluer, en fait, ce qui est intéressant avec Simondon, c'est que justement, il vous libère d'un diktat, d'une évaluation, je dirais, unidimensionnelle, pour au contraire vous montrer qu'une fois qu'il a pris connaissance de la FIT, il a construit cette matrice. Cette matrice reprend la distinction entre machine passive, active et ce qu'on appelle machine à information, c'est-à-dire qui ne repose pas sur le rendement énergétique, mais sur la fidélité du signal, sur la qualité de l'information que vous arrivez à extraire. Et il la compile avec ce qu'il appelle élémentaire, médian et majeur, comme des degrés, voilà, qui en fait veut dire des relations d'échelle. Quand la relation est dite élémentaire, quand c'est à une seule échelle, c'est-à-dire la nôtre, que ça se produit. Par exemple, une machine passive, ça sera la solidité d'un emmanchement pour un outil, tu vois, par exemple. Ensuite, médian, c'est quand le matériau intervient, donc l'échelle macroscopique, sub, qui revient. On ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe quel matériau. Si vous voulez faire un balcon, vous allez le faire en fer forgé avec un certain alliage. Si vous voulez faire le pied du Concorde, il va prendre autre chose. Il va falloir prendre de l'acier grenaillé de type je sais pas quoi, mais voilà, ou dopé, ou voilà. Bon. Et puis enfin, il y a la stabilité, c'est-à-dire combien de temps ça va résister. D'abord, il y aura la structure, il y aura le matériau, et il y aura la résistance aux perturbations des autres échelles, donc du milieu associé pris dans son ensemble le plus cosmique. Très typiquement, moi, mon miroir chez Herschel, il est là. Le critère le plus déterminant, finalement, c'est pas ce qu'on pourrait croire par ici, c'est ici, c'est-à-dire je veux un matériau très léger, très résistant, qui résiste à une transition de température entre Kourou et le froid cosmique, et qui résiste ensuite qui résiste aussi au départ au choc mécanique et du décollage, et qui enfin résiste aux rayons cosmiques et tout ça. Voilà où se trouve la technicité la plus forte sur le miroir d'Herschel. Ensuite, vous avez les rendements, le rendement mécanique, le rendement énergétique, le travail sur la distance, voilà. Et puis, dans les machines d'information, vous avez la fidélité de l'information, hein, donc ça serait dans un ordinateur, dans un téléphone, voilà. La sensibilité et la résolution pour un capteur, donc ça compte aussi avec mon miroir, parce que je veux tout ça pour que ça fonctionne. Et puis, vous avez la complexité, c'est-à-dire comment vous allez pouvoir, quand vous avez trop d'informations, comment vous allez pouvoir extraire un schéma pertinent. Donc ça, c'est le travail des ordinateurs en réseau qui font du travail sur énormément de données en biologie, mais aussi dans les big data, vous pouvez imaginer. Et donc là, pour dire, ça vous paraît assez peu, ça vous paraîtra très simple si vous avez déjà fait des objets et que vous avez eu des spécifications qui sont beaucoup plus précises. Mais songez bien que quand vous défendez un projet, que ce soit dans une entreprise ou que ce soit, c'est le cas pour moi, dans un institut de recherche, en fait, vous utilisez toujours des indicateurs qui sont des agrégations de ces différents facteurs. C'est-à-dire vous dites, oui, c'est vrai que ton miroir, il est un peu plus précis que le mien, mais le mien, il va résister au décollage. Le tien, il est trop fragile. D'accord ? On argumente toujours en jouant dans la matrice. Et en fait, on invente l'indicateur agrégé qui nous arrange pour essayer d'emporter la chose, d'emporter le marché. J'ai presque terminé. On pourrait modéliser, c'est une hypothèse de travail, je ne peux pas vous présenter encore des schémas vraiment faits, mais on pourrait modéliser avec des lois log périodiques, parce que les lois log périodiques sont très bien faites. Il y a eu des tentatives d'ailleurs sur les fossiles, mais bon, ça n'a pas eu l'heure de plaire au milieu. Et donc, ça donne des bons résultats sur les accélérateurs. Ça, c'est un travail que j'ai fait il y a déjà longtemps. C'est pas moi qui ai sorti les données, mais elles étaient compatibles avec ce que je faisais. Donc, on peut essayer de trouver des espèces de lois de relaxation. Alors, ça peut être une accélération, ça peut être un amortissement, ou ça peut être relativement linéaire. La loi n'est pas très compliquée, je pourrais l'indiquer. Ce qui est compliqué, c'est de savoir où est-ce qu'on l'applique, où sont les points d'inflexion. Ça permet des rétroprédictions, ça permet de la prospective, ça permet de produire une idée de où est le prochain point. Par exemple, le prochain point pour les accélérateurs
de protons après le LHC, et le LHC colle à peu près. Le prochain, il est en 2037, et ça colle à peu près avec les prévisions pour l'instant du CERN, ce qui est purement indicatif. Et une fois de plus, ce n'est pas de la magie, hein. Si une météorite arrive et nous raye de la carte, l'objet ne va pas se créer tout seul, c'est de la prospective. Fin. Moi, quand j'étudie des lignées techniques. Intuitivement, ça se présente un peu comme ça. Je dépouille mon objet et je regarde ce qu'il y a dedans, les différentes lignées qu'on peut repérer, les bolomètres et tout ça. Ensuite, je vais voir des experts. Là, c'est à l'ICI, l'International Space Science Institute, qui est à Berne. Et donc, je regarde les gens et je leur fais remplir, enfin, je fais avec eux des diagrammes comme je vous ai montré, des diagrammes CK, des diagrammes masques. Là, voilà un exemple de diagramme masque sur la lignée des bolomètres. Voilà. Où, en réalité, d'un point de vue simondonien, ces choses-là sont des lignées différentes réellement. Voilà. Donc là, on a une lignée fonctionnelle dans le plan, voilà. Et ensuite, on a vraiment des lignées qui sont cette fois-ci des lignées simondoniennes en termes de fonctionnement. Après, j'essaye de créer un indicateur de performance qui soit juste, qui rende bien compte de à quoi sert l'objet et comment en faire. Donc c'est très souvent agrégé, c'est très souvent discutable, mais une fois que je l'ai, après je peux considérer par exemple là la lignée des bolomètres à cornets, et puis là, alors je dis je, mais en fait je travaille avec Vincent Minier, donc c'est nous, hein, et puis il y a même des gens qui travaillent avec nous, des postdocs, des choses comme ça, et ça la lignée de matrice, hein. Non, mais c'est vrai, c'est pas jeu, là c'est un jeu abstrait, c'est pas que moi. Voilà. Non mais Cléo a failli se retrouver à faire ça. Voilà. Hein, tu vois à quoi tu as échappé? Ensuite, on peut faire des diagrammes, là c'est sur le télescope, j'en ai beaucoup parlé, on peut étudier le cheminement qu'il y a eu dans les différents concepts avant qu'on aboutisse au concept final, donc ce processus de conception. Pour donner une idée aussi, les objets que je peux étudier comme ça prend du temps. Là, le processus de conception prend entre 10 et 20 ans sur les objets que je regarde. Et ensuite, le processus de concrétisation prend 10 ans. Je dirais qu'il y a 20 ans de conception, 10 ans de concrétisation pour quelque chose comme Herschel. Et ça, ce n'est que le télescope, c'est que le miroir. Hein, je veux dire, Herschel, c'est 4 instruments, un segment sol, il y a beaucoup de choses. Et pour finir, à la fin, on peut avoir des jolis diagrammes comme ça. Ça, c'est un peu un diagramme pour présenter au public. Ça donne la même histoire, simplement, au lieu d'avoir la base de connaissances, je l'ai structurée. Et là, j'ai mis 4, nous, hein, une fois de plus, on a mis 4 lignes différentes sur lesquelles on pourrait projeter l'histoire et qui sont intervenues. Il y a une ligne qui correspond aux motivations scientifiques. Pourquoi on faisait ce miroir. Ensuite, il y a les technologies qui étaient disponibles. Après, il y a les autres projets spatiaux ou l'évolution du projet spatial. Et donc, les résultats des autres projets spatiaux disaient il faut aller dans cette direction, il faut aller dans cette direction. Puis après, il y a la notion des programmes internationaux, le cadre, y compris industriel, dans lequel ça se produit. Voilà. Et d'une certaine manière, on pourrait projeter sur chacune de ces lignes historiques l'histoire de cet objet. Mais ce qui est plus intéressant pour moi, c'est de vous offrir en une seule planche quelque chose qui vous permet de vous orienter. Vous avez 4 lignes, vous avez l'idée qu'il y a des relations dialectiques entre ces deux espaces, et donc en une seule planche, vous avez énormément d'informations accessibles que ensuite vous pouvez aller chercher dans le livre si ça vous plaît. Au lieu de vous balancer un gros pavé de 300 pages où toutes ces lignes sont entremêlées, de toute façon, ce n'est pas racontable linéairement. Je vous mets un diagramme et après, vous avez une base de données dans laquelle vous pouvez vous repérer. Voilà, je vous remercie.